Bienvenue dans The Transatlantic Entrepreneur Podcast. Aujourd'hui, préparez-vous à rencontrer une invitée qui incarne à la perfection l'audace et la réussite à l'américaine, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, je reçois Marion Sibony, fondatrice de la Crème de la STEM, ce réseau unique qui connecte et propulse les femmes fondatrices en tech et sciences vers le succès international. Marion, si vous ne le connaissez pas, mais vous le connaissez sûrement déjà de LinkedIn et de partout sur le web, c'est une business developer redoutable. Elle est passée par Cisco, MongoDB ou encore Techstars, mais elle est surtout une community builder hors pair. Elle est arrivée à New York. Elle a rassemblé plus de 4000 femmes en STEM en moins d'un an, 6000 en un an et demi. Et aujourd'hui, elle est mentor pour Techstars, le département de commerce américain, South by Southwest, et elle connecte des fondatrices avec des investisseurs et des VC des deux côtés de l'Atlantique. On s'est rencontrés, nous, à Vivatech cette année. C'était un vrai plaisir. Elle a co-hosté un concours de pitch avec des VC internationaux pour justement dénicher des nouveaux talents de la tech ici en France et surtout en Occitanie. Donc, petit clin d'œil à notre région préférée. Et dans cet épisode, Marion, elle partage son parcours, ses stratégies et surtout son mindset pour oser viser les États-Unis et y trouver sa place. Donc, si vous êtes entrepreneur et vous rêvez de réussir aux États-Unis, cet épisode est une vraie leçon de scaling et de vision internationale. Marion, c'est un immense plaisir de t'accueillir dans The Transatlantic Entrepreneur Podcast. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Non, c'est avec grand plaisir. Et on va commencer justement peut-être par la question que on pose toujours à des étrangers, des expatriés, des immigrés, comment on veut appeler ça. Comment tu es arrivé à New York? Oui, donc en fait, moi, je suis mariée avec un Américain. On habitait ensemble à Paris. Il a eu une opportunité business à New York. Et donc, c'est comme ça qu'on a déménagé de Paris à New York. Donc, je suis arrivée sous de très bonnes conditions puisque je suis arrivée sous green card de 10 ans. Ce qui n'est pas le cas de tous les Français qui arrivent ici. Oui, d'accord. Ok, donc là, arrivé à New York. Et petite question, est-ce que là, à New York, ce que tu fais aujourd'hui avec la crème de la STEM, c'est ce que tu as toujours fait ou quel est ton parcours, ton background en fait? Est-ce que tu t'es réinventé à New York ou est-ce que tu as continué ce que tu faisais déjà? Oui, alors j'ai dû complètement me réinventer effectivement, mais tout en utilisant les compétences que j'ai acquises au cours de ma carrière. Donc, comme tu l'as dit, j'ai vraiment un background de business developer. J'ai commencé ma carrière avec un graduate programme chez Cisco où j'ai passé 3 ans et demi, en tant que sales et account manager. Et ensuite, j'ai travaillé pour une startup d'intelligence artificielle qui est devenue licorne pendant que j'y étais. Bravo. Donc j'ai travaillé en tant que account manager, et je suis passée en tant que global partner manager en gérant le partenariat avec Microsoft au niveau monde. J'ai scalé le partenariat de 2 à 24 pays. J'ai travaillé sur la partie channel marketing, product integration, sales enablement et évidemment sales. Donc voilà, déjà assez entrepreneurial dans ma carrière. Et j'ai gagné 2 Microsoft Partner of the Year Awards après 1 an et demi de ce poste sur les partenariats. Et ensuite, j'ai travaillé chez MongoDB en tant que senior partner manager. Donc là, j'étais en charge de gérer des partenariats avec Capgemini, Accenture, Microsoft, Amazon, you name it, comme on dit, une multitude de partenaires. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée à New York, du coup, j'ai dû effectivement me réinventer, trouver ma place dans l'écosystème tech qui est très différent de l'écosystème tech français, même si j'avais travaillé pour des entreprises américaines ou à capitaux américains. C'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose, oui. Exactement, une fois qu'on arrive. Donc du coup, j'ai commencé par faire des événements adossés à une association. Donc 1 mois après être arrivée, j'ai commencé à organiser des événements pour rencontrer en fait des femmes dans la tech, voilà, et voir un peu ce qui se faisait, les jobs,
les entreprises, etc. Et en fait, ça a décollé très, très vite. Comme tu l'as dit, j'ai scalé jusqu'à 6000 personnes en 1 an et demi. Oui. Et en fait, ça m'a permis vraiment de m'inscrire de manière durable dans l'écosystème tech américain. Oui. Parce qu'à l'époque, je savais pas du tout à quel point les communautés étaient importantes, Oui. surtout à New York. Oui, oui, complètement, oui. Voilà, donc j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an et demi. J'ai travaillé en parallèle chez Techstars en tant que Oui. directrice des partenariats. Et ensuite, au bout d'un moment, j'ai décidé de monter mon entreprise, la crème de Oui. la STEM, pour soutenir les femmes entrepreneurs et démystifier le côté entrepreneurial. Donc, effectivement, j'ai eu beaucoup, je dis toujours, j'ai eu 3 vies depuis Oui. que je suis arrivée à New York. Ça fait que 3 ans, mais Oui. j'ai fait beaucoup de choses et c'est ce que j'aime aussi aux États-Unis, particulièrement à New York, c'est cette capacité qu'on a à pouvoir se réinventer Oui. plusieurs fois sans que ça pose problème, tant qu'on explique la cohérence. Mmh. Enfin, en l'occurrence, dans mon cas, tout est lié à la partie business développement, Oui. interaction, connexion avec les gens Oui. et c'est ça qui m'anime au quotidien. D'accord. Non, non, c'est vraiment intéressant et j'aime bien comme tu dis, ouais, tu dis j'ai eu 3 vies en 3 ans, c'est ça? Ouais. Et en fait, je pense que ça montre justement à quel point des choses peuvent aller vite, en fait. Alors, qui peuvent aller vite si on se bouge, parce que clairement, je pense que des choses te sont pas tombées dessus. T'as dit tiens, je veux des opportunités et des gens se sont jetés sur toi. Je pense que t'as vraiment, t'as mis de l'énergie et de l'effort et je pense que c'était peut-être pas facile au début, peut-être pour trouver qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas y arriver, etc. Comment ça s'est passé un peu justement les débuts? Oui, bah, c'est vrai qu'au début, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais Oui, pas si je voulais rester dans le milieu tech, B2B SaaS. oui. Je connaissais pas vraiment le milieu de l'investissement qui est très très Mmh. marqué aux États-Unis. Oui. Donc je Encore me suis plus à rendu New compte. York, je pense. Ouais, Ouais. ouais, beaucoup, surtout post-Covid. Il y a eu beaucoup de. New York a été une des premières villes à rebondir en post-Covid, plus Mmh. que San Francisco. D'accord, San oui. Francisco regagne là beaucoup d'intérêt avec l'essor de l'intelligence artificielle, Oui, oui. mais New York a été une des premières villes à se relever, et donc Mmh. ça se ressent en fait dans la résilience. Oui, C'est vraiment une qualité qu'il faut avoir pour oui. être à New York, et c'est une qualité qui est récompensée effectivement quand on quand on s'en donne les moyens. Donc Mmh. c'est voilà, c'est vraiment ce que je retiens de mon expérience, et même au quotidien encore aujourd'hui, c'est qu'il faut Oui, constamment alimenter le feu, oui, constamment créer le FOMO, Fear of oui, Missing Out, qui est très très fort à New York. oui. Il y a beaucoup d'intérêt sur tout ce qui est nouveau, mais il y a beaucoup de personnes qui commencent des choses et ça prend tout de suite en fait, parce Mmh. que il y a un intérêt pour être le early adopter Oui, oui, de toute tendance en fait, contrairement à la France, qui est oui. vraiment intéressant. Mais du coup, il faut montrer qu'on est tout le temps early, donc il faut constamment se réinventer. Donc ça peut être aussi fatigant. Oui. Il faut quand même beaucoup d'énergie pour voilà maintenir ce genre de rythme. Pour maintenant, en fait, pour garder, en fait, c'est presque toujours, on pourrait pas dire que je donne beaucoup d'énergie au début et après, c'est bon, je vais trouver un rythme de croisière et ça va être tranquille au bout de quelques années. C'est vraiment, en fait, je vais pas dire, il faut constamment se renouveler, mais en fait, il faut toujours y aller et y aller de l'avant et chercher des opportunités et créer des choses et c'est vrai que oui, ça demande beaucoup d'énergie, mais après, je pense que quand on met beaucoup d'énergie, on a aussi ce retour sur cet investissement d'énergie parce qu'on va pouvoir embarquer des personnes avec nous et du coup, ça va créer de l'élan, créer un peu cet effet boule de neige et ben, je pense que c'est peut-être ce que tu as vu avec la crème de la STEM en fait, c'est parce que ça Oui. s'est développé très vite. Ouais, tout à fait. Et en fait, une des nombreuses raisons pour laquelle j'ai démarré la crème de Oui, la SEM, c'est parce que j'ai eu une opportunité d'être speaker pour le département du commerce, mmh, qui chaque année organise un grand événement qui s'appelle Select USA, oui, mmh, avec 5000 personnes, des investisseurs, oui,
les États viennent présenter leurs offres et en quoi leur État est meilleur qu'un autre. Et en fait, j'ai été connectée à quelqu'un qui travaille là-bas via l'Occitanie, via la région Occitanie. Alors, effectivement, ça n'est pas arrivé immédiatement. J'ai été connectée à la région Occitanie parce que j'ai fait beaucoup d'événements. On a fait un événement ensemble. Pendant cet événement-là, il y avait quelqu'un de Select USA. J'ai maintenu le contact. J'ai fait des follow-up. Enfin voilà, c'est beaucoup de petits effets ricochets qu'on voit pas forcément. Et en fait, cette personne m'a connectée aux personnes en charge de l'organisation parce qu'elle a estimé que je pouvais être une bonne speaker. Et en fait, donc ça s'est fait sur plusieurs mois. Sur quasiment 6 mois finalement. Et en fait, quand j'ai eu cette opportunité d'être speaker, je pouvais pas y aller avec Techstars parce que j'étais pas officiellement représentante de la communication, du marketing. Je pouvais pas non plus vraiment y aller avec la non-profit pour laquelle j'étais bénévole parce qu'il y a eu quelques changements. Donc voilà, c'était un peu compliqué en termes d'approbation des deux côtés. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, c'est quand même une opportunité absolument incroyable. Je m'en voudrais toute ma vie d'avoir manqué ça, quoi. Donc, c'était une des motivations pour laquelle je me suis dit, il faut que je monte ma marque, au moins pouvoir le faire sous un pavillon neutre qui soit qui soit ma marque. Vraiment toi, en fait, Voilà, qui puisse pas être où j'ai pas besoin forcément d'approbation de quelque hiérarchie que ce soit. Et voilà, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai monté la crème de la Sam très très vite, quoi. Donc ça a été une opportunité vraiment incroyable de pouvoir, quelques mois, non, quelques semaines après avoir lancé la crème de la Sam, être présente, représenter ma marque à cette grosse conférence en tant que speaker. Et d'ailleurs, ils m'ont même demandé d'être mentor et d'être juge pour un concours de pitch. Donc voilà, j'ai été très très occupée très vite. Et après, c'est beaucoup de personal branding. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore une fois très différent de la France. Bon, j'ai toujours un peu joué avec LinkedIn en France, mais plus d'un point de vue business développement pour aller chercher des clients que vraiment pour me mettre en avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert ici, l'intérêt de personal branding et à quel point ça ouvre des portes absolument exceptionnelles. C'est vraiment, d'ailleurs, on peut rencontrer comme ça aussi via par LinkedIn interposé. Enfin, on connaissait nos profils respectifs. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. C'est pareil, ça demande de l'énergie, ça demande un peu d'investissement au début, mais après, c'est comme pour tout, une fois qu'on prend le pli, ça devient un automatisme. Et voilà. Donc, du coup, la partie personal branding est très, très importante aussi, surtout que depuis que je suis à mon compte, encore plus. Oui, encore plus, oui. Et en fait, pour justement... on va revenir pour parler un peu plus de la mission de la crème glacée parce que je trouve que c'est vraiment pour moi, moi je trouve ça fabuleux et je trouve que c'est un sujet qui a vraiment besoin d'être adressé. Mais pour le personal branding, alors ça c'est vraiment intéressant parce que comme tu as dit, il y a vraiment une différence. Alors moi, ce que j'entends beaucoup alors moi, je travaille beaucoup avec des dirigeants, alors soit des dirigeants de PME qui sont très occupés à diriger leur entreprise et leurs équipes, soit des fondateurs, souvent de start-up ou de scale-up, qui ont un parcours souvent très tech, ingénieurs, scientifiques, parfois dans les medtech, etc. Et en fait, tout ce qui est, je dirais, marketing, personal branding, etc., c'est pas forcément là où ils sont le plus forts, où ils sont le plus à l'aise. Et c'est normal, c'est presque un métier, c'est pas leur métier principal. Mais il y a un peu je dirais, alors pas chez tout le monde, mais beaucoup de résistance à cette idée de personal branding. Ouais, c'est du bullshit, c'est raconter. Mon père, il a un cancer et voici ce que ça m'a appris sur l'entrepreneuriat, enfin des trucs comme ça. Et pour toi, en fait, je suis curieuse de savoir quelles sont les différences que tu as pu constater entre peut-être la vision qu'on a du personal branding en France et cette vision de personal branding qu'on a, je vais pas dire aux États-Unis parce que c'est énorme, mais peut-être à New York spécifiquement.
Oui, bah, enfin, effectivement, je comprends tout à fait, ce que les entrepreneurs Oui. peuvent penser, les entrepreneurs français. Il y a un côté, voilà, il faut se mettre en avant, il faut Mmh. se vanter, il Oui. faut, dire, voilà pourquoi je suis, la meilleure dans Oui. tel ou tel domaine et cetera. Donc forcément, c'est un exercice avec lequel, on n'est pas du tout à l'aise en France, qui est pas Oui. du tout valorisé en France non plus. Oui, aussi, oui, je Hem, pense que c'est simplement culturel, en fait, ouais. cette réticence, mais je dirais, c'est normal vu les différences de culture, mais oui, vas-y. Ouais, je pense qu'en fait, il faut peut-être repositionner la partie personal branding sur juste du partage d'expérience. Effectivement, le genre de post, voilà, très Ouais. dramatique ou qui font, voilà, c'est pas forcément enfin moi je fais pas du tout ça comme Ouais, non, contenu. ouais, non, ouais. Je pense qu'il faut vraiment, réussir à, enfin ça paraît assez basique de dire ça, mais il faut réussir en fait à rester authentique et Mmh. à trouver sa voix et en fait, moi je me force pas du tout à parler d'un sujet ou d'un autre, Oui, j'ai une ligne éditoriale qui est, qui je suis, qui est, oui, je suis passionnée par la partie community building, donc je parle des événements que j'organise, des événements que j'ai organisés. oui, Je parle des conférences auxquelles je vais participer, auxquelles j'ai participé. oui, Enfin, finalement, ça peut être assez basique. Ce qui est intéressant en termes de contenu, je pense, c'est mmh, qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce que les autres peuvent apprendre. Et je pense oui, que quand on se positionne un peu comme ça, en se disant ah bah si je connaissais quelqu'un qui était allé à telle conférence, j'aimerais bien savoir comment ça oui, se passe. mmh, J'avais fait par exemple un post LinkedIn sur New York Tech Week, oui, qui est un très gros événement à New York qui a lieu chaque année, mais qui peut vite être overwhelming. Enfin voilà, il y a oui, beaucoup d'événements partout. C'est très compliqué de trouver des bons événements. Et c'est vrai que j'avais eu beaucoup de personnes qui m'avaient demandé des conseils. Donc du coup, j'avais mmh, créé un post LinkedIn par rapport à ça, mmh, en expliquant comment sélectionner les bons événements, comment les trouver, combien de temps mmh, se laisser, comment s'habiller. Enfin oui, voilà, juste un peu des oui, informations très pratico-pratiques. oui, Mais c'était aussi basé sur j'aurais aimé avoir ce genre de poste avant de faire mon premier mmh, New York Tech Week. Donc je pense que oui, voilà, en se positionnant, soit en regardant la raison pour laquelle les gens nous contactent ou sont intéressés, ça c'est assez mmh, simple quand on interagit avec voilà dans oui, la vraie vie oui, hors oui, LinkedIn, c'est de ça, voir ouais. ce pourquoi les gens nous parlent Ou les ou questions aiment, qu'ils voilà, posent aiment nous ou écouter, ouais, etc. mmh, Et donc ça, c'est un premier aspect qui peut aider à définir un peu quelques postes. Et un autre aspect, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir et que je souhaite mmh, partager avec voilà ma oui. communauté, mes followers ou juste des gens qui sont dans le même secteur tout simplement. Oui, c'est oui, et je pense que c'est en fait, c'est ça, c'est, alors moi je trouve que et je sais pas si tu es d'accord ou pas, tu me diras, que c'est important effectivement de définir, une trame ou une ligne éditoriale pour se dire: «OK, moi je vais parler de ces sujets-là», comme ça j'évite de disperser parce que si moi j'avais pas ma ligne éditoriale, je parlerais un jour de développement personnel, du sport que je fais, du marché US, du marketing, de ma je sais pas, de mes vacances, etc. Parce que j'ai parfois tellement de choses que j'ai envie de partager avec des gens que je connais, que ça pourrait partir dans tous les sens, mais il faut aussi se dire que LinkedIn, c'est aussi un réseau business. Donc, on est là pour que des gens ils nous identifient pour ce qu'on fait, pour qui on est, etc. Et du coup, il faut quand même avoir une certaine, un certain cadre pour, en fait, permettre aux gens de voir, pas toujours la même chose, mais les mêmes idées, les mêmes sujets qui reviennent pour qu'ils disent: «Ah, Marion, oui, c'est New York, c'est Crème Plastem, c'est Mmh. le community building, c'est le réseau, et cetera». Parce que sinon, on a du mal, il y a plein de gens, on les voit tout le temps, mais on est peut-être incapable de dire ce qu'ils font Oui. exactement parce qu'ils parlent de plein de sujets et c'est très intéressant, mais c'est pas forcément après c'est peut-être ils ont un autre objectif, mais si moi mon objectif c'est de faire la promotion de mon entreprise, de mon activité, Oui. de créer cette relation, cette authenticité, il faut quand même avoir un cadre, un peu structurant, heu, pour contrôler ça, en fait.
Oui, tout à fait. Mmh. Et je pense que de temps en temps, c'est OK aussi de Oui, sortir du cadre et de partager mmh, des choses un peu différentes. Ça oui, permet justement de tester, de voir aussi est-ce que les gens finalement sont intéressés, pour savoir où oui, j'ai passé mes vacances. oui. Peut-être que ça peut être du contenu, intéressant. Bon, je suis pas sûre que ça plaise beaucoup au public français, mais voilà, c'est vrai que je vois aussi des posts sur LinkedIn, de plus en plus personnels parce que, Heu, voilà, il y a eu quand même beaucoup de changements entre TikTok et cetera, donc Mmh, ouais. l'algorithme, sur LinkedIn change beaucoup Oui, et aussi, c'est vrai que ouais. je vois beaucoup enfin beaucoup, je vois certains posts que je ne voyais pas avant, type, Mmh, je me suis mariée, j'ai acheté une maison, j'ai eu oui, un enfant et cetera, donc oui. voilà, ça devient un peu, il y a quand même un aspect personnel. Moi, je suis pas forcément à l'aise avec ça, Mmh, heu donc c'est pas du tout quelque chose que je partage. Je parle pas du tout de mon mari ou oui, même je parle pas du tout de la France non plus oui. sur LinkedIn parce que mon objectif c'était de m'intégrer très vite Mmh, dans l'écosystème new-yorkais sans oui, rappeler aux gens que je suis française, mais ça peut être tout à fait un angle de voilà comment en tant que française j'ai eu telle opportunité aux oui, États-Unis, voilà les différences culturelles. Enfin, je pourrais aussi avoir oui. tout un aspect, si je voulais attirer plus de Français, par exemple, Mmh, sur mon LinkedIn, ce qui est encore une fois pas forcément le cas aujourd'hui, oui, je pourrais avoir du contenu en français en expliquant mon expérience aux oui. États-Unis, et cetera. Donc, je pense qu'après, il faut, il faut aussi voilà, tester de temps en temps, Mmh, voir ce qui fonctionne. Et puis c'est vrai que l'algorithme change quand même aussi, de manière ouais. assez régulière. Donc on parlait beaucoup de Oui. vidéos, pendant quelques temps. Là, Oui. j'en vois beaucoup moins. Oui, et moi, Mais, moi, j'entends toujours, oui, la vidéo, ça marche beaucoup mieux. Moi, quand je fais des vidéos, ça marche pas beaucoup mieux que mes posts textes. Alors, c'est peut-être moi qui fais mal les vidéos, mais ouais, enfin, moi, je me dis l'algorithme, ça change tellement tout le temps que, ouais. écoute, je vais pas chercher à plaire à je vais faire mes posts et de toute Ouais, façon, un complètement. jour, ça peut avoir beaucoup d'impact et peut-être un jour non. Et je dis, c'est un peu comme l'investissement. Des fois, on va investir, ça va faire un bon Mmh. retour et des fois non, mais au final, ça s'équilibre. Donc, Exactement, ouais. Et je pense ouais. qu'effectivement, comme tu dis, ne pas forcément se fier à l'algorithme, parce que Mmh. ça devient un métier du coup à temps plein, Ouais, d'essayer de voir ce qui fonctionne, de vouloir être viral à tout prix. Ça, du coup, on devient content creator et plus du tout entrepreneur avec c'est ça, une oui. personne au branding. Donc, moi, la vidéo, Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas me filmer. ouais. J'aime bien, voilà, du contenu comme ça où on est en podcast, on discute et Mmh. la conversation est plus fluide. Mais moi, toute Oui. seule, me filmer sur mon ordinateur avec un prompt pour essayer de faire une vidéo de 30 Ouais, secondes ou c'est ça, 60 oui. secondes. J'ai tenté, ça, je n'aime pas du tout, quoi. J'aime pas du tout, je suis pas à l'aise. Oui. Je regarde, je mets 3 heures pour faire une vidéo que j'aime pas du tout. Oui. Donc, j'ai laissé tomber. Et du coup, en ce moment, je suis en train de travailler sur faire des extraits vidéo Mmh. des conversations ou des Oui, webinars parfait. que j'ai pu avoir avant. Donc, Ah oui, chouette. je pense qu'il faut aussi, voilà, savoir s'écouter. Moi, il y a Oui, des contenus qui me vont pas du tout. La vidéo, en l'occurrence, voilà, encore une fois, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. oui. J'aime bien la partie conversationnelle, podcast, faire des vidéos en facecam, j'en fais pas du tout. Côté perso, Et côté pro, j'arrive pas à le faire. oui. C'est pas moi, quoi. Voilà. Donc, Oui, j'aime et je pense que il y écouter a un peu de aussi. ça aussi, c'est de se dire si j'essaie de me forcer à faire un truc que j'aime pas faire et je suis pas à l'aise, bah, je vais toujours procrastiner pour ne pas le Ouais, faire et du coup ça devient un blocage. Non, je peux pas publier parce que j'aime pas faire les vidéos de moi de 30 secondes. Publie ouais, autre tout à chose fait. dans ces cas en fait. Et Ouais, c'est ça. ouais, je pense que ouais, comme tu as dit, il faut s'écouter et aussi trouver ce qui nous permet d'arriver à notre objectif qui est Mhm. justement de se rendre visible, de créer des liens, de se connecter avec des gens, d'attirer des personnes et bah, il faut faire ce qui marche pour soi aussi en fait. Voilà, Donc, et exactement. une question justement parce qu'on a parlé pas mal les différences de cette idée de personal branding, de se mettre en avant entre la France et les États-Unis. Est-ce que toi, tu as eu une évolution par rapport à quand tu es arrivé versus maintenant? Comment ça est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et si oui, qu'est-ce qui a changé?
Oui, bah, la régularité à laquelle je poste, c'est vrai que OK. depuis que j'étais arrivée aux États-Unis, je postais un petit peu, mais vraiment, de manière quand même assez sporadique, Mmh. 1 fois ou 2 fois par mois. Oui. Voilà, mais je voyais bien que ça fonctionnait très, très bien, donc Mmh. j'avais quand même, compris un peu le fonctionnement de LinkedIn et Mmh. quand j'ai démarré mon entreprise, je voulais, sans faire de grandes annonces en disant: «Je quitte Techstars, je quitte cette Mmh. association». Je voulais juste Oui. parler en disant: «Bah, maintenant, Marion Siboni, c'est la crème de la STEM» Oui. et du coup, j'ai créé beaucoup de contenu autour de ça et j'ai beaucoup posté, justement, autour de New York Tech Week. Du Mmh. contenu assez simple en disant voilà aujourd'hui je vais à tel événement en taguant les personnes en disant si vous êtes dans le coin faites-moi Oui. signe. J'ai fait un post par jour comme ça en OK. disant voilà ce que j'ai appris hier, voilà ce que je fais aujourd'hui, Oui. voilà ce que je fais demain, etc. Et en fait au bout de 2-3 semaines, bon, j'ai gagné énormément de followers. Je suis maintenant à presque 12 000 followers OK, ouais. après Ah un ouais. an. Oui. Parce Ah que bravo, j'ai ouais. beaucoup posté. J'étais Oui. à 1 500 il y a un an, donc Ouais. vraiment une très très grosse évolution. Ouais. Et en fait, ça m'a permis voilà, de dire un peu à mon réseau, bah, maintenant je fais la crème de la STEM, c'est un réseau Mmh. pour les femmes entrepreneurs, Mmh. je devais travailler avec des investisseurs. Si vous êtes un investisseur, contactez-moi. Je vais travailler avec des corporate partners. Si vous êtes des partenaires, contactez-moi. Et en fait, Oui. le fait de partager ça, enfin, en 2 semaines, je pense que l'intégralité de mon réseau avait compris que je faisais ça. Oui. Je prenais des cafés avec des gens en disant, bah voilà, je sais pas, je pense pas que tu as dû voir sur LinkedIn, mais maintenant j'ai monté mon entreprise. Et tout le monde me disait, Mmh. oui, oui, j'ai vu, oui, 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 je sais. Enfin, et en fait, j'étais surprise. Je me dis, ah bon, mais donc il y a quelqu'un qui lit. Oui, oui, ah bon, ah bon, mais en fait, ça m'arrive aussi des fois, je peux Mmh. rencontrer des gens dans des événements, que moi je vois pas forcément qui ils sont parce qu'ils interagissent pas beaucoup et ils disent: «Ouais, non, moi je suis tes posts depuis un an, je les trouve formidables». Je dis bah, enfin, je suis hyper touchée Ouais. en fait, ça fait toujours plaisir. Mais ça montre aussi ce que tu as dit, que le fait même si on ne voit pas que les gens Mmh. ils ils nous voient en fait. Donc Ouais. ouais. Ouais, Et ouais. justement, là, pour revenir, parce que je voulais voir aussi la mission de la crème de la STEM, en fait. Donc, Oui. qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce que tu fais? Et raconte-nous un peu ce Oui. projet. Oui, donc j'ai monté donc un réseau de femmes entrepreneurs basées aux États-Unis qui sont early stage, donc bootstrap pre-seed seed. Mmh. Euh, Et donc, je les ai sélectionnés. J'ai sélectionné une première cohorte au mois de janvier 2025 Oui. de 45 femmes. Donc, il y avait un process, un petit peu comme un accélérateur avec Oui. un process de sélection avec un formulaire à remplir. Et ensuite, celles qui me paraissaient être intéressantes Oui. d'un point de vue volonté plus que d'un point de Oui. vue go-to-market strategy ou possibilité d'avoir des investissements, mais vraiment d'un point de vue passion, expertise, etc. Oui. Je leur faisais passer un entretien pour ensuite les sélectionner, leur expliquer aussi ce que la crème de la STEM Mmh. allait être. Oui. Donc toutes les 2 semaines, je reçois des invités. Donc ça peut être des investisseurs qui vont faire des fireside chat, office hour Mmh. ou des présentations sur des sujets spécifiques comme la due diligence ou Oui. comment créer du momentum quand on fait une campagne de fundraising. Mmh. Donc j'ai un réseau de 150 investisseurs que je peux solliciter qui Oui. viennent partager leur expérience. Et j'ai également des experts qui peuvent parler. Donc là, c'est un peu plus varié. C'est en fonction des besoins du moment, que ce soit leadership, Mmh. go-to-market strategy, Co-founder Dynamics, Oui. voilà, j'ai un peu tous les sujets. Je vais essayer de couvrir un maximum de sujets parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est quand même J'allais dire, il y en a tellement qu'il faut large. couvrir dans son Voilà, entreprise. ça peut être infini le nombre de Oui. sujets qu'on traite. Et donc, voilà, les formats c'est généralement 1 heure. J'ai toujours de la place pour les questions-réponses. J'encourage beaucoup les entrepreneurs du réseau à poser des questions, à être curieuse. Voilà, Oui. il y a pas de questions bêtes. Je pense qu'il y a Non. beaucoup avec justement l'effet LinkedIn, réseaux sociaux, il y a Oui. beaucoup d'effets. J'ai l'impression que tout le monde comprend sauf moi, mais non, non, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais qui L'effet n'osent des pas poser la réseaux, oui. question. C'est ça. Ouais, Donc, non, c'est donc ouais. voilà.
D'accord, Ouais. OK, non, ouais, non, je pense que ouais, enfin, parce qu'on voit toujours cette statistique de, c'est quoi, c'est que 2% des Ouais, moins investissements de seulement vont 2%, à ouais. moins de 2%. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a peut-être des biais à corriger en fait. Je pense que c'est pas que les investisseurs ils sont de mauvaise volonté, mais en fait c'est juste des biais cognitifs qu'on a tous en fait. Mmh. Je pense que c'est vraiment important en fait de faire ce travail d'inverser cette tendance ou cette courbe parce qu'il y a il y a plein de nanas qui font des trucs Ouais, hyper innovants, chouettes, très puissants, mais qui ont besoin d'avoir les fonds en fait pour développer ouais, leur tout à concept en fait. fait. Donc Mmh, ok, non, mais merci exactement. pour ce travail. Non, c'est chouette. Et on va revenir un peu aussi sur les différences New York, France, etc. Qu'est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement à New York que peut-être tu n'as pas trouvé en France? Bah, le fait enfin, on en a déjà parlé, mais voilà, le fait qu'on donne Oui, la chance quand même, oui, un peu enfin, pas à n'importe qui, parce qu'il faut quand même montrer qu'on a un certain voilà, un oui, certain, champ de compétences. oui, Mais, il y a quand même une grosse différence qui est sur le fait qu'on donne la chance, plus en fonction des compétences de la personne, oui, plutôt que du, statut social de tu as oui, travaillé dans telle entreprise, tu avais tel poste. Enfin, oui, c'est vrai qu'en France, on a tendance à être un peu, voilà, enfin, la mentalité est différente, c'est donc différent, c'est oui, pas forcément, ça se joue pas forcément comme ça en France. Aux oui, États-Unis, il y a vraiment le côté de, bah, tu as travaillé, j'en sais rien, en magasin, oui, bah, du coup, tu as du contact client, donc du coup, tu oui, peux aller, vendre, des oui, logiciels parce que tu sais ce que c'est de parler à un client. oui. Alors qu'en France, on n'aurait pas ce genre de transition, Hmm. passer de voilà, d'un magasin de chaussures à Oui. à À un produit SaaS, oui, voilà, c'est exactement. Et en vrai, je vois beaucoup de personnes, enfin, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué quand je suis arrivée. Je connaissais quelqu'un qui était passé de professeur des écoles à d'accord. travailler pour un fonds d'investissement. Donc, Le voilà. pauvre. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Oui, Je pourrais en sortir une liste très longue. J'ai un ami qui oui, était en immobilier, agent immobilier, qui est passé côté logiciel d'entreprise parce que voilà, oui, il avait ses compétences commerciales. oui, Euh, plus qu'une connaissance technique ou IT oui. et voilà et maintenant il a une très très belle carrière et je pense pas qu'il aurait pu faire ça Mmh. en France parce que voilà la France a beaucoup de qualités mais Oui, 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 c'est oui, il y a quand même ce côté un peu de on est vite enfermé sous un oui. certain profil euh, Mmh, donc ouais. voilà aux Et États-Unis puis je pense que ça va c'est, être peut-être, tu me diras si c'est ce que tu vois aussi, mais en fait aux États-Unis, et là je parle vraiment de manière, généraliste, en fait on va regarder. Oui, pour certains métiers, les compétences métiers, tu peux pas t'improviser oui on comptable, par meilleur exemple. Tu peux pas t'imposer avocat. Donc, il y a quand oui même des compétences spécifiques qu'il faut avoir pour certains métiers. Mais ce qu'on va regarder aussi, c'est, en fait, c'est ta posture, ton attitude, ouais ton énergie et de se dire, OK, tu connais peut-être pas notre produit, notre entreprise, ce métier précis, mais je vois dans ton parcours, tu as fait plein de choses différentes, donc tu peux vite apprendre, j'imagine. Tu as plein d'autres compétences et d'expériences que tu vas ramener dans ce poste. Et qu'en fait, tout ça, toutes ces expériences vont être valorisées parce que non, c'est pas la compétence pour ce métier précisément, mais il y a d'autres choses qui vont en fait te donner des capacités ouais. de réussir dans le poste vers lequel tu vas en fait. Ouais, tout à fait, Mm. Mm. exactement. D'accord, ouais. Et bon, c'est un Alors, marché qui est très dynamique, les oui, gens peuvent aussi, perdre leur emploi du jour au lendemain, donc mm, ils sont aussi obligés, oui, d'avoir cette capacité de résilience, de rebondir et cetera. Donc oui, c'est d'autant plus accepté qu'il y a quand même une oui, réalité, du c'est une marché de l'emploi qui réalité. est complètement différente de la France. Complètement, oui. Mais c'est peut-être aussi justement pour cette raison-là que les gens, ils savent que
imaginons, ils sont virés de leur travail du jour au lendemain, ce qui peut arriver. Ils doivent aller trouver quelque chose rapidement pour faire rentrer de l'argent parce que souvent les Américains, ils n'ont pas d'économie de côté et il n'y a pas de filet de sécurité comme on peut avoir en France. Et du coup, on peut peut-être pas forcément être très... on peut pas se dire, moi j'étais commercial dans une entreprise SaaS, je cherche que ce type de poste. Donc il faut peut-être être un peu plus ouvert parce qu'il faut rapidement retrouver quelque chose pour assurer un peu sa sécurité financière en fait, tout simplement. Tout à fait, C'est vrai que c'est une réalité de la vie aux États-Unis, oui. Alors il y a peut-être un stéréotype ou une idée reçue qu'on a, c'est que les Américains, oui, ils sont très ouverts, mais que on fait des introductions à tout va, etc. Est-ce que toi tu as vu, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a des nuances? Comment ça se passe le networking en fait là-bas? Moi, j'ai pas eu beaucoup de mal à me faire des contacts très rapidement. Je pense qu'il y a un secret qui est le follow-up. Effectivement, c'est très facile d'aller en événement networking, de rencontrer beaucoup de gens et derrière, il se passe pas forcément grand-chose. Je pense qu'il faut être... je pense que si on a envie de continuer la discussion avec quelqu'un, c'est à nous de faire le travail. Enfin, les Américains n'attendent pas l'arrivée des Français pour pour créer des nouveaux contacts. Il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre, etc. Donc c'est pas forcément évident de se remémorer comment est-ce qu'on a rencontré telle ou telle personne. Donc moi ce que je fais à chaque fois, c'est que j'ajoute les gens sur LinkedIn et je fais toujours un follow-up, que ce soit pour se dire c'est sympa de discuter avec toi à la soirée. XYZ pour juste me remémorer dans le futur parce que c'est vrai que des fois on croise des personnes et on se dit mais on se connaît mais on sait plus d'où. On peut avoir une petite trace écrite sur LinkedIn. Moi j'aime beaucoup faire ça. Et après quand on a envie de parler vraiment avec quelqu'un pour échanger sur un sujet précis, c'est à nous de faire le travail. Alors après évidemment on peut se prendre beaucoup de refus, ça fait partie du jeu parce que il y a des personnes qui sont très sollicitées aussi. Donc il faut le faire bien. Juste proposer un café, c'est pas suffisant. Proposer un café pour parler d'un sujet spécifique en disant j'ai tel projet, j'aimerais t'incorporer à ce projet-là pour telle et telle raison. Là, à ce moment-là, on a une vraie demande où la personne en face peut dire je suis pas la bonne personne, mais je peux te faire une intro à quelqu'un d'autre. Ou au contraire, oui, ça m'intéresse d'être impliquée. Mais moi-même, j'essaie beaucoup de répondre sur LinkedIn, mais toutes les demandes que j'ai, style on se prend un café de gens que je ne connais pas. Je sais pas s'ils sont, je ne sais pas quel est l'objectif de ce café, donc je réponds pas en fait. Oui, c'est ça. Enfin, moi, donc voilà, il faut vraiment être précis dans ses demandes et être persistant et être persistant, ça veut pas dire demander 3 fois de prendre un café. Ça veut dire être inventif, dire je suis à tel événement, est-ce que tu y seras aussi? Je suis de passage à New York, est-ce qu'on peut se voir? C'est faire l'effort aussi. Où est ton bureau? Je vais me déplacer vers chez toi. Enfin voilà, il y a toute une palette de nuances qui peuvent permettre de créer du contact finalement facilement et d'aller au-delà du j'aimerais parler parce que voilà ce que tu peux m'apporter. Alors super, je sais ce que je peux t'apporter, mais je sais pas ce que tu peux m'apporter en fait. Donc voilà. Non, en fait c'est ça. Et en fait ça aussi je le vois souvent. J'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages en disant je pense qu'on peut avoir des synergies, prenons rendez-vous, etc. Oui, peut-être, mais et moi, ce que j'essaie de faire, si je vois quelqu'un où je dis je peux avoir des synergies avec cette personne, en fait, c'est de leur apporter une opportunité, en fait, de leur montrer, oui, je veux prendre un peu de ton temps parce que je pense qu'on peut faire des choses ensemble, mais déjà, voici ce que moi, je peux t'apporter, en fait. Enfin, moi, j'estime que c'est à moi d'apporter de la valeur à la personne pour lui donner envie de me rencontrer et de passer du temps avec moi. Et enfin, moi, je le prends jamais personnellement quand la personne dit non, j'ai pas le temps, je peux pas, etc. Je me dis, c'est moi, j'ai pas prouvé ma valeur, en fait. Et du coup, ça me challenge un peu de trouver comment faire. Mais je pense que dans le networking, de se dire qu'est-ce que moi, je peux apporter à la personne, parce que ça va nous revenir, en fait. Et souvent, c'est le fait d'apporter, on va recevoir parce que on aura l'occasion de discuter avec la personne et c'est là où la
la magie va s'opérer. Exactement. Et puis même quand on a rencontré quelqu'un, enfin moi j'ai beaucoup de demandes je rencontre beaucoup d'entrepreneurs évidemment, et j'ai des demandes de personnes, d'entrepreneurs à qui j'ai pas qui ne m'ont pas parlé, ou avec lesquels j'ai eu aucune interaction pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, et qui, sortis de nulle part, me disent: «Salut, je suis en train de lever des fonds, peux-tu me faire une intro à tel investisseur?» Bah non, enfin, ça fonctionne pas comme ça. Il faut maintenir le contact, et je le fais avec des gens. Bon, déjà, je le fais en priorité pour les femmes de mon réseau, je le fais pas avec n'importe qui, mais je suis scout pour des fonds d'investissement, et du coup, ça m'arrive quand j'ai des messages bien faits de passer le message. Mais il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit des gens qui aient fait l'effort, que ce soit pas un message générique. Enfin, je pense qu'on voit beaucoup malheureusement de messages génériques. Moi, le genre de message générique, je réponds même pas, je n'accepte même pas les demandes de connexion, parce que enfin, pour moi, c'est de la perte de temps. Enfin, je suis plus dans la partie ciblée que mass marketing. Oui, ouais. Et en plus, pour moi, en fait, ça montre, et je pense que c'est peut-être encore là, je pense que de manière, ça, c'est des bonnes pratiques LinkedIn networking, mais je pense que c'est encore plus important pour quelqu'un qui étranger qui vient sur le marché américain, et en fait, de faire toutes ces bonnes pratiques, ça montre, je comprends les règles du jeu, je connais les codes et comment ça fonctionne ici, et ça aide justement peut-être aussi de créer de la confiance, et donc aussi de peut-être avoir le rendez-vous. Ouais, tout à fait. Se renseigner sur la personne, enfin, ça paraît un peu basique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent pas à utiliser même ChatGPT ou Google tout simplement pour voir quelle est la personne, ce qu'elle a fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup de contenu qui est disponible en ligne, que ce soit des vidéos, des podcasts, il y a vraiment tous les formats, d'interviews écrites, voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai des questions et que c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà partagé en ligne, je me dis bon, mais ça en fait la personne aurait pu s'économiser un quart d'heure de son temps, et du coup un quart d'heure de mon temps, parce que moi j'ai déjà écrit un article sur comment networker. Donc c'est trouvable, c'est en ligne, on tape Marion Sibony, on le trouve. Enfin, voilà, c'est un peu ça aussi qui est dommage parfois, de voir que les gens font pas l'effort et attendent que l'interlocuteur fasse l'effort de se vendre, etc. J'ai eu ça déjà plusieurs fois, les calls comme ça, j'arrête au bout de 5 minutes. Oui, non, je pense que pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Alors, c'est toi qui m'as calé un call, mais on va s'arrêter. C'est ça. Pourquoi t'es là, parce que alors, raconte-moi ta vie. Non, mais ça, c'est. Alors, qu'est-ce que tu peux me. Bah non, c'est. Non, c'est. Mais je pense qu'effectivement, d'autant plus qu'on. Je dirais quand la personne comme toi était très présente sur les réseaux, etc. Enfin, si quelqu'un veut avoir un peu de ta sagesse et de ton expérience, tu peux aller chercher sur Internet et trouver, comme tu as dit, c'est pour ça que tu as créé ce contenu, en fait. Donc, exactement. Voilà. Alors, pour clôturer, justement, en parlant de te trouver tes contenus, etc., où est-ce qu'on peut te trouver si on veut aller explorer, savoir un peu plus sur la crème de la STEM, sur ton expérience aux États-Unis, sur tout ce que tu peux nous partager de tout ce que tu as vécu, et voilà. LinkedIn, on en a beaucoup parlé, donc je suis assez présente sur LinkedIn. J'ai un site internet où j'ai une page presse, donc lacrèmedelastem.com/presse, sans E, PRE2S, où il y a l'intégralité des articles dans lesquels j'ai été, podcasts, etc. Donc en termes de contenu, il y a beaucoup de contenu. Il y a de quoi faire, oui. Voilà. Et après, en plus de ça, j'écris une newsletter avec Substack, donc lacrèmedelastem.substack.com. Donc j'avais fait une pause pendant l'été, mais là j'ai repris mi-août et je partage les événements auxquels je participe, que je co-host, et je partage également ma vision de l'écosystème tech en général aux États-Unis, que ce soit entrepreneuriat, intelligence artificielle, on peut pas y échapper. Voilà. Top. Et on mettra bien sûr tous les liens dans les notes pour que les gens puissent juste aller cliquer et trouver facilement. Marion, merci beaucoup
pour cette interview, pour ton temps, pour le temps qu'on a mis pour préparer, parce que c'est quand même c'est pas juste l'épisode. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour le temps que tu m'as consacré et pour tout ce que tu as partagé avec les auditeurs. Comme j'ai dit au début, et c'était une concentrée de valeurs et de bonnes pratiques pour quelqu'un qui veut justement commencer à aborder le marché américain, comme tu as dit, l'importance du networking, de la communauté, mais comment le faire comme il faut, on va dire, selon les règles. Merci beaucoup, Marion. Merci, c'est un plaisir. Bonne journée. Bonne journée.